Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré à la médiation dans les marchés publics. Alors la médiation est de plus en plus utilisée par les acheteurs publics pour résoudre leurs différends contractuels et de l'autre côté, les entreprises ont davantage confiance dans ce moyen de résolution des litiges. La médiation s'avère être un outil efficace et rapide, mais à condition de bien en maîtriser le fonctionnement. L'objet de ce webinaire est de faire une présentation pratique et opérationnelle de cet outil. Comment lance-t-on une procédure de médiation? Comment bien mener un tel processus? À qui faire appel comme médiateur? Quel est son rôle? Quel type de litige peut-on résoudre en médiation, etc. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Raphaël Applebaum, avocat associé au sein du département droit public des affaires du cabinet LexCase, qui va partager avec vous son point de vue de praticien. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Richard. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Raphaël Applebaum, je suis avocat en droit public des affaires, en droit public de formation. J'anime le département au sein du cabinet LexCase. Et aujourd'hui, on va parler de médiation. Moi, mon rôle, je ne suis pas médiateur, mais j'accompagne des administrations, des entreprises dans des processus de médiation. Et donc, je vais vous expliquer le rôle effectivement de l'avocat conseil, comment fonctionne une médiation, pourquoi effectivement on lance une médiation, et je répondrai effectivement à la fin de la présentation à vos questions. Et si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit email cette semaine. Alors, déjà, pour bien planter le décor, la médiation, ce n'est ni un processus d'arbitrage, ni un processus de conciliation. La grande différence, c'est que dans une conciliation ou dans un arbitrage, les personnes qui animent ces modes de règlement alternatifs du litige vont donner leur avis à un moment donné dans le cadre du processus. Que ça soit en conciliation ou en arbitrage, à la fin du processus, il y a quelqu'un qui donne son avis, qui a plus ou moins force obligatoire. Dans la médiation, le médiateur est là pour faciliter le dialogue et l'échange entre les parties. Officiellement, il ne donne pas son avis en séance. Je le dis, on y reviendra tout à l'heure. C'est le rôle principal du médiateur de faciliter l'échange et le dialogue. Il pose des questions, il écoute les réponses. Il peut donner des avis confidentiels en aparté aux uns et aux autres, mais durant les séances de médiation, il ne prend pas parti, il ne donne pas son avis officiel sur le différend. Il n'est pas là pour ça. C'est une règle clé de sa mission. Il est là pour faciliter l'entente et le dialogue et pour rapprocher les parties en vue d'obtenir un accord de médiation. Donc, le cadre légal de la médiation, vous le retrouvez dans le CJA, dans le Code de justice administrative, que vous retrouvez facilement sur Google. Pas beaucoup de choses, hein, mais la définition est très large. Ce qui est intéressant ici, c'est de souligner que la médiation, eh bien, c'est tout processus structuré. Et on va voir ce que ça veut dire un processus structuré de médiation. Donc, c'est le modus operandi pour lancer une médiation, et c'est ça ce qu'il faut retenir déjà, et donne beaucoup de liberté aux parties. Et donc, concrètement, dans la vie des affaires publiques, eh bien, on a deux scénarios possibles pour lancer une médiation. Soit on est en extrajudiciaire, soit on est dans le cadre d'un contentieux. Et là, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le processus de médiation se fait en parallèle d'un procès ou d'un contentieux, que le processus de médiation est souvent à l'initiative du juge qui va demander aux parties de prendre le temps de trouver un temps d'échange pour une éventuelle médiation en parallèle de la procédure contentieuse. C'est vrai, ça arrive de plus en plus. Il y a de très nombreux tribunaux administratifs aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent une requête introductive d'instance, prennent l'initiative de demander aux parties
si elles ne veulent pas prendre le temps de la médiation. Ça se fait depuis 2-3 ans. Ça ne se faisait pas il y a 5-10 ans, donc c'est une nouvelle pratique, tout simplement parce que les magistratifs sont débordés et que lorsqu'ils considèrent que c'est utile et possible, ils invitent les parties à lancer une médiation. Mais dans la vraie vie, enfin dans la grande majorité des cas, la médiation, elle se fait ou elle se pense en dehors du tribunal. C'est la médiation extrajudiciaire. Donc, on a deux forums, on a deux scénarios possibles pour faire une médiation, l'extrajudiciaire ou le contentieux. Donc, dans l'extrajudiciaire, on a simplement une entreprise, une administration qui rencontre une difficulté d'exécution et qui, malgré des réunions, malgré l'intervention d'avocats ou des discussions, eh bien, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord et donc, elles sollicitent l'aide d'une tierce personne pour se réunir, discuter, dialoguer et rechercher effectivement cet accord. Alors, c'est ce qu'on appelle la médiation extrajudiciaire. Alors, j'ai mis en colonne de gauche le fait qu'on peut demander l'aide du tribunal pour nommer un médiateur. Hein, parce que si on n'est pas d'accord pour ensemble, entreprise, administration, pour désigner le médiateur, eh bien, on peut demander, sans pour autant qu'il y ait un contentieux et un procès en cours, on peut demander au président du tribunal administratif territorialement compétent la nomination d'un médiateur. Alors, c'est très simple, hein, c'est une simple lettre d'une des parties, ça peut être aussi fait par l'avocat d'une des parties, ça peut être fait par les deux avocats conjointement qui s'adressent au président ensemble pour demander que le président du tribunal désigne un médiateur pour aider les parties à trouver une solution à leurs différends. Ça se passe assez vite. En 15 jours, en 3 semaines, on peut avoir une réponse du président qui va désigner un médiateur sur la liste détenue au tribunal en fonction de la matérialité du litige. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont spécialisés en marché pays et d'autres qui sont marché travaux et on ne va pas forcément nommer les mêmes médiateurs en fonction de la matérialité du litige. Donc ça, c'est la médiation extrajudiciaire et je reviendrai tout à l'heure sur son déroulé. Dans le cadre d'un contentieux, le président peut prendre l'initiative, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même les parties, pendant le contentieux, elles peuvent très bien décider de faire une pause et d'essayer une dernière tentative de résolution amiable. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il ne faut pas attendre que la maison brûle pour penser à lancer une médiation. Ça peut être fait très rapidement. Je pense donc à la médiation extrajudiciaire. On n'est pas obligé de passer par le tribunal pour nommer ce médiateur. On peut décider, administration, entreprise, de nommer quelqu'un, de s'entendre sur un nom. Mais parfois, en pratique, on a des administrations ou des entreprises qui ont du mal à s'accorder sur un nom, ou l'entreprise propose un nom, mais l'administration dit « moi, ça me gêne par principe d'accepter le nom d'un médiateur proposé par mon titulaire ». Et donc, il y a des gens qui tournent autour du pot comme ça, qui ont du mal à se mettre d'accord sur un médiateur. Moi, à titre professionnel et personnel, je pense que ces querelles-là sur la nomination du médiateur ne sont pas véritablement pertinentes. Parce que, encore une fois, le médiateur, il n'est pas là pour donner son avis, il est là pour faciliter les échanges. Donc, c'est un professionnel. Et donc, moi, je pars du postulat que les hommes et les femmes qui sont inscrits sur les listes de médiateurs auprès des tribunaux administratifs sont des professionnels. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas orienter et influencer les avis des parties, mais leur objectif principal, c'est de trouver un point de rencontre. Et en général, ça se passe bien. Et moi, quand je dois aider mes clients à trouver le nom d'un médiateur, j'ai deux priorités. La première, c'est de trouver quelqu'un de compétent et pas simplement, pour parler simplement, quelqu'un qui va allumer la lumière et servir le café. Donc, quelqu'un de compétent et puis quelqu'un de disponible parce que par la force des choses, les médiateurs compétents sont souvent sollicités et donc il faut aussi qu'ils soient disponibles dans le temps nécessaire parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, la médiation, une bonne médiation, ça se fait normalement entre 4 et 8 mois.
En dessous de 4, c'est pas possible, et quand ça dépasse 8 mois, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'on n'y arrivera pas. Donc, voilà, une bonne médiation, c'est 4 à 8 mois, et donc il faut que le médiateur soit également disponible sur cette plage calendaire. Bon, je passe vite là-dessus parce que je veux rentrer dans le concret, mais on comprend tous que l'idée de la médiation, c'est quand même de favoriser effectivement les échanges et de ne pas être dans un cadre judiciaire et de procès. C'est important quand même de revenir très rapidement sur ce petit schéma, parce que c'est pas forcément pour enfoncer des portes ouvertes en disant la médiation, tout le monde est gentil, et le procès, tout le monde se fâche. Mais en tant que praticien, je me rends compte que, notamment dans la commande publique, dans les contrats publics d'affaires, on a parfois du mal à communiquer. Alors, ce n'est pas spécifique au marché public, hein, mais c'est tout simplement, ça fait partie de l'ère du temps, hein. On est tous dans l'immédiateté, dans la rapide exécution des choses. Eh bien, moi, je constate en tant que conseil qu'on a parfois de plus en plus de mal à dialoguer, à se faire comprendre. Et donc, la médiation est un temps privilégié, est un forum privilégié pour dialoguer. Et souvent, il m'est arrivé à quelques reprises d'arriver de lancer des médiations qui se sont par la suite très bien déroulées parce qu'on a déverrouillé des problématiques humaines ou des incompréhensions parce que les gens s'échangeaient des emails, des courriers, et le fait de se réunir autour de la table avec un professionnel de la médiation, c'est parfois l'étape première, mais salutaire pour trouver des solutions. Alors, je ne dis pas il y a qu'à Faucon, mais je suis très sensible avec mes clients, que ce soit administration ou entreprise, pour considérer que un marché public, c'est avant tout un contrat, c'est un contrat d'affaires, c'est un contrat financier, et donc il faut faire attention à la fois au cadre réglementaire, on va y revenir tout à l'heure, parce que dans un marché public, on ne peut pas faire varier les choses de manière, comment dire, aussi facile et aussi souple que dans un contrat privé au sens droit civil. Donc, on le sait tous, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même toujours des efforts à réaliser pour mieux dialoguer, mieux se faire comprendre. De la même manière qu'au stade de la passation des marchés publics, j'ai toujours considéré que les mémoires méthodologiques de 150 pages faisaient partie du Moyen-Âge et qu'il fallait faire de gros efforts de marketing au niveau de la présentation des offres. Ça va beaucoup mieux en 2023 qu'il y a 10 ans. Eh bien, dans l'exécution, on a le même phénomène. Ça veut dire que les gens ont tendance à compiler des arguments pour dire plus j'en fais, plus j'en dis, plus je serai compris. On se rend compte qu'il ne suffit pas de compiler des annexes et des chiffres, il faut aussi dialoguer pour se faire comprendre. Alors, quand on parle de médiation à la fois avec l'administration et l'entreprise, on a des stéréotypes, on a des idées reçues. Sur les avantages, c'est vrai que l'objectif quand même de la médiation, c'est de privilégier les relations entre les parties. C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui perdent totalement le lien économique et business et humain dans le cadre d'un contentieux, tout simplement parce qu'ils se mettent en retrait, que c'est géré de manière professionnelle mais judiciaire par les avocats. Et donc, il n'y a plus de place de dialogue. Alors, or, sur un territoire, il est tout à fait possible, effectivement, que l'administration ait de nouveaux besoins de tel opérateur, que ce soit en travaux, en informatique, en service. Et donc, il faut toujours privilégier, effectivement, ces relations. Bon, on évite la solution contentieuse, ça, c'est une vérité. Les inconvénients qui sont listés, premièrement, c'est sûr que la médiation n'empêche pas le contentieux. Pas parce que effectivement on engage une médiation qu'on ne va pas se retrouver en contentieux de moi. C'est une on
dit que la médiation, gros travail de préparation, c'est pas véritable. Il faut le préparer, c'est frustration que du coup, moi, mon entreprise, d'introduction et avant piloter, dialoguer. La médiation, c'est avant tout les parties. C'est le représentant d'entreprise qui sont là pour trouver un accord. Et je dirais que la clé d'une bonne médiation, pour trouver un accord, c'est de comprendre la demande de l'autre ou de comprendre le blocage. Et donc là, on est vraiment sur du technico-financier, un peu d'humain. Bien sûr qu'il y a du contractuel et du juridique, hein, parce que comme j'ai dit, on ne peut pas faire varier un marché n'importe comment, mais ce n'est pas le premier frein. Le premier frein, c'est avant tout de bien comprendre pourquoi on demande, quel est le surcoût, comment c'est justifié, et de voir justifié sur le plan économique d'accorder ce qui est demandé. C'est dur, c'est pas très cher la médiation. On me pose souvent la question combien coûte un médiateur. Alors ça varie, ça varie. Un médiateur qui est nommé par le président du tribunal ou un médiateur qu'on va choisir, ça varie en fonction des pédigrés. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le forum de la médiation, aujourd'hui, il se développe et il fait concurrence de plus en plus au CCRA. Vous savez, les comités de règlement amiable des litiges qui ont été lancés dans les années, à la fin des années 80. Ces comités existent toujours et le processus de médiation s'est développé depuis 10 ans en concurrence de ces comités. Aujourd'hui, l'expérience montre que ce forum de discussion qui est le CCRA, le comité de règlement, est un forum en perte de vitesse. Je suis, certains diront que je suis un peu trop sévère, mais moi je suis là en tant que professionnel, praticien, pour vous donner mon point de vue, pas pour réciter des chapelets sur le CCRA. Je trouve que ce forum de discussion a vocation à disparaître. Il a vocation à disparaître parce que depuis 10-15 ans, on accumule quand même beaucoup de critiques. Le temps procédural, on a parfois des procédures CCRA qui peuvent dépasser les 18 mois, les 24 mois. On a eu des expériences très très longues. La méthodologie des échanges aussi, je considère qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle s'apparente trop à un procès avec justement une liste de griefs. On essaye de convaincre justement le rapporteur qui va préparer un avis. Et c'est ça aujourd'hui effectivement qui fait la grande différence entre le CCRA et la médiation, c'est que le rapporteur est là pour donner son avis. Et à la fin, il y a un avis qui est donné aussi par les membres du comité. Et tout ça pour ça, parce que cet avis, eh bien, il tombe un peu en fin de process comme une décision de justice. Il y a un gagnant, un perdant, et de toute façon, à la fin, cet avis n'est pas obligatoire. Et donc, on a eu dans le passé des situations ubuesques où la procédure CCRA a duré 1 an et demi, 2 ans. Elle a accouché d'un avis, et puis une des parties n'était pas contente avec l'avis, elle a dit bah, moi je ferme le bouquin et puis elle le contentait. On bon CCRA parce que toujours référence d'une bonne expérience. Jamais faire l'expérience. Ce mode de règlement, mais en tout cas, la médiation aujourd'hui prend le dessus parce qu'elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus souple et elle permet effectivement de régler le différend plus rapidement. Alors, on ne choisit jamais son juge, en revanche, on choisit son médiateur. Prenons le cas effectivement d'un hôpital et d'une entreprise qui rencontre un différend en phase d'exécution pour un marché de services de nettoyage ou un marché de travaux, et on décide de lancer une médiation. Donc, sur la liste des médiateurs, aujourd'hui, vous avez des avocats, vous avez des médiateurs professionnels, vous avez des professeurs de droit, et bien entendu, vous avez le médiateur des entreprises qui est rattaché au MINEFI. Je vous ai donné le lien. Alors, sur la question comment on les sollicite, alors
je dirais, deux modus operandi, je le reprends. Soit on se met d'accord tout seul, hôpital, entreprise, on demande la liste des médiateurs au tribunal, on les appelle et on demande s'ils sont disponibles et puis on avance avec eux. Soit on demande au tribunal de nommer, et sous 15 jours, 3 jours, ça peut être fait, 15 jours, 3 semaines, ça peut être fait, on demande au tribunal de nous aider à nommer quelqu'un. Sinon, le médiateur des entreprises, service du Minefi, qui est également disponible, il est gratuit. Il est gratuit. Sur le site internet, vous avez un formulaire de saisine. Ils se sont spécialisés, ils sont de plus en plus spécialisés en commande publique parce que ça représente une part importante du PIB. Donc, ils ne font pas que des litiges commerciaux et privés entre entreprises, ils font également de la médiation en commande publique. Certains me diront qu'ils sont surchargés et ils sont victimes de leur succès et donc peut-être un peu moins réactifs, un peu moins rapides. Je dirais que ça dépend des moments de l'année, ça dépend effectivement des sujets. Mais sur la question du combien ça coûte, puisque je l'avais mentionné tout à l'heure, médiateurs des entreprises, ça va être gratuit. Les médiateurs tiers, ça dépend du pédigré, donc c'est la question première à leur poser. Est-ce que ça varie? Ça varie de l'heure, c'est la moyenne que j'observe sur le marché. Ou d'autres qui demandent 500 € par réunion. Donc voilà, vous avez 3 modus operandi, des gens qui vont vous dire je travaille au taux horaire, d'autres qui vont vous dire c'est 2500 € la demi-journée, et d'autres qui vont vous dire c'est 500 € la réunion. Donc il faut tout simplement leur poser la question, messieurs, que celui 500 € la demi-journée, c'est pas vrai, puisque l'expérience que j'ai sur ce tarif administratif, qui sont aujourd'hui médiateurs. Et ce sont de bons médiateurs, alors un peu plus cher que les autres, ça dépend encore une fois du pédigré. Et maintenant, j'ai aussi des anciens magistrats qui sont à 500 € la réunion. Donc, c'est pas du tout une affaire de catégorie professionnelle, c'est une affaire de personnes. Donc, il faut poser la question effectivement aux intéressés. Et là-dessus, l'avocat conseil, il intervient aussi pour mettre en musique. Donc, si demain vous souhaitez faire une médiation, nous avons les listes, on contacte les gens, et puis en 2-3 jours, on essaie de trouver quelqu'un pour lancer cette médiation. Alors, l'effet sur les délais de recours, c'est souvent une question qui nous est posée. Là, je vous cite le CJA, c'est le 213.6. Les délais de recours sont interrompus et les prescriptions sont suspendues. Alors, la différence entre suspension et interruption, la règle est donnée par l'article 2231 du Code civil, 2231 du Code civil. Je rappelle, la suspension arrête temporairement un délai sans effacer le délai qui a déjà couru. Voilà. Et on distingue la suspension de l'interruption parce que l'interruption, elle fait courir un nouveau délai. Et donc là, les délais de recours contentieux sont interrompus. Et donc, si la médiation échoue, eh bien, les délais de recours contentieux sont réouverts. D'accord donc, ça préserve effectivement quand même le stress des parties, surtout lorsqu'on arrive en fin de marché, s'il y a des opérations de décompte qui ont déjà été lancées. Vous savez qu'avec les CCAG, on peut être pris de stress pour éventuellement saisir le juge administratif. Eh bien, le processus de médiation, une fois qu'il est lancé et qu'il est acté entre les parties, eh bien, en application du 213.6 du Code de justice administrative, eh bien, on va avoir une interruption des délais de recours contentieux. Alors, ici, je vous ai mis très rapidement, et nous partagerons mes slides, je vous ai mis rapidement un modèle, ou c'est pas un modèle, mais enfin quelques lignes pour lancer une médiation, parce que concrètement après, qu'est-ce qu'on fait? Si demain on veut lancer une médiation, qu'on soit entreprise ou administration, eh bien la première chose à faire, c'est de recueillir l'accord de l'autre partie. Voilà, c'est de recueillir l'accord de l'autre partie, qu'il y ait un accord de volonté des deux parties sur le processus de médiation. Et donc, ça commence par une demande officielle. Et donc là, je vous ai mis une demande officielle classique
Alors, vous pouvez la compléter, mais l'essentiel, c'est de réunir, effectivement, d'obtenir l'accord de l'autre partie pour lancer cette médiation. Et une fois que vous avez cet accord, comme c'est un accord de volonté, c'est bien, effectivement, qu'il soit signé par une personne habilitée à engager la personne morale, qu'elle soit publique ou privée. Donc, il faut pas faire ça quand même trop rapidement par email non signé. C'est bien effectivement que ça soit donné quand même par une personne habilitée, pouvoir éducateur, une personne habilitée entreprise. Alors, le champ du possible dans la médiation, il est très très vaste. Hein. Encore une fois, je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que la maison brûle ou s'écroule pour lancer une médiation. Un retard de paiement, pourquoi pas, un refus de paiement de solde du marché, c'est souvent le cas, un différend de l'exécution du marché, ça représente aussi une très grande partie des médiations. Hein. On a des travaux complémentaires, on est confronté à des circonstances de difficultés d'exécution qui n'étaient pas prévues au départ. On a du mal à se mettre d'accord sur un avenant, eh bien, bon, on fait une médiation pour essayer de trouver un point d'équilibre. Où on est confronté à une situation d'imprévision et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là, on va demander l'aide d'un médiateur pour essayer effectivement de retrouver un point d'équilibre pour obtenir effectivement un protocole d'indemnisation pour imprévision. Ou sinon une rupture brutale du marché. Donc, tous les cas sont possibles à partir du moment où on est en exécution, hein, à partir du moment où on est en exécution du marché. Il n'y a pas de médiation sur, par exemple, des phases de passation d'appel d'offres, ça n'existe pas. Hein, ou au lieu de faire un référé, on va faire une médiation, ça n'existe pas. Mais lorsqu'on est en exécution contractuelle, oui. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail sur les différentes étapes. Lancement de la médiation, rédaction et signature de la transaction ou de l'accord de médiation, et ensuite l'homologation par le juge. Est-ce qu'elle est nécessaire, obligatoire, comment ça marche? Vous avez bien compris que c'était une étape optionnelle, comme je l'ai indiqué ici. Alors, sur la médiation, le but de la médiation, c'est d'avoir un protocole d'accord ou une transaction. Je ne suis pas fanat des exégèses juridiques pour savoir est-ce qu'on appelle ça transaction ou protocole d'accord. Je vais y venir tout à l'heure. On est dans l'exécution contractuelle et on a un différend. Et donc, on se met autour de la table pour régler ce différend. Et la logique juridique, c'est qu'on est en train quand même de modifier le marché public qui est en cours. Donc, ce protocole d'accord ou cette transaction, elle opère quand même une variation du contrat public. Donc, elle doit être apparentée à un avenant, j'y reviendrai tout à l'heure, sauf cas de protocole indemnitaire pour imprévision, j'y reviendrai également. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas trop porter d'attention à l'appellation même du processus contractuel. Est-ce qu'on va appeler ça transaction, protocole ou avenant? Ce qui est important de souligner, c'est ce qu'on va mettre dedans. Donc, vous avez vu colonne de gauche, sur mon écran, il y a des choses qu'on ne met pas, qu'on ne peut pas mettre dans un protocole d'accord. En matière contractuelle, ce sont surtout les deux derniers. La renonciation du titulaire sur les intérêts moratoires, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas le dire. Après, on peut jouer dans les boussoles, mais on ne peut pas écrire qu'il y a une renonciation aux intérêts moratoires. Ce n'est pas possible. Et ensuite, on ne peut pas, effectivement, ça c'est souvent l'argument de l'administration, on ne peut pas accorder de libéralité au profit de l'entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure sur la slide suivante parce que sur cet argument de libéralité, il y a parfois un contresens et parfois des idées qui méritent d'être précisées. Parce que souvent, c'est l'argument qui est donné de manière un peu trop rapide par l'administration pour contrer des demandes réalisées ou présentées par l'entreprise. En revanche, le vert, ce que peut contenir un protocole, bon, la renonciation à exercer un recours, ça c'est important, j'y reviendrai aussi. Elle fait partie effectivement de tout protocole. La détermination des droits et obligations des parties, c'est-à-dire les concessions réciproques, je te donne, tu me donnes, les modifications de clauses contractuelles, toujours dans le respect du code, l'interprétation aussi de clauses contractuelles, on peut modifier les clauses de prix et on peut porter une indemnisation pour des surcoûts supportés dans l'exécution du contrat public.
Vous le savez, l'année 2022, ça a été un peu le grand 8 là, sur cette histoire de l'intangibilité du prix, avec l'avis du Conseil d'État et la circulaire Borne de septembre également 2022, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, bien entendu que l'objet d'une transaction, d'un protocole, peut avoir un effet sur les clauses de prix, que ce soit une modification rétroactive d'une clause de révision, que cela soit le versement d'une compensation pour circonstances imprévisibles ou le versement d'une indemnité pour imprévision. Donc, les choses à ne pas mettre ou les choses impossibles en médiation, c'est revenir et effacer les intérêts moratoires, ça c'est pas possible. Discuter de rupture unilatérale de pourparlers, là aussi, c'est un sujet qui est hors médiation et hors protocole, et on rejoint la jurisprudence Mergui qui dit attention aux libéralités, mais voyez-vous que là, on est dans les pourparlers, on n'est pas en phase d'exécution. Et même chose pour la jurisprudence du 9 décembre 2016, Société foncière, les bénéfices escomptés d'un futur contrat, eh bien ça, c'est pas possible d'intégrer cela dans le processus de transaction ou de concession réciproque. Je reviens rapidement sur la jurisprudence Mergui et le sujet des libéralités, parce que c'est un sujet ou un argument qui revient souvent entre les parties, entreprises et administration. L'administration qui dit à l'entreprise, attention, on ne peut pas faire de libéralité, donc on ne peut pas donner un accord sur telle et telle demande. Je disais tout à l'heure qu'il y a, selon moi, souvent un contresens ou une mauvaise lecture de cette jurisprudence qui remonte aux années 1930 et qui avait été rendue par le Conseil d'État dans un domaine non contractuel, un domaine de responsabilité administrative. Et le Conseil d'État, à l'époque, et il dirait la même chose aujourd'hui, il le redit, c'est que dans le cadre effectivement d'un protocole d'accord, d'une transaction entre l'administration et, à l'époque c'était un administré, mais une entreprise également, eh bien l'administration ne peut pas accorder de libéralité. Et le sens de la jurisprudence Mergui, c'était l'administration ne peut pas accorder un flux financier sans obligation ou sans concession réciproque ou sans réalité de prestation. C'était ça le sens premier de la jurisprudence Mergui. Or, dans un cadre contractuel, dans la très grande majorité des cas, l'entreprise vient voir l'administration en disant la réalisation du contrat public, la réalisation de mes prestations pour votre compte a engendré un surcoût. J'ai subi un surcoût. Et donc, je vous demande de compenser ce surcoût. Là, on rejoint Mergui, c'est que souvent les entreprises sont assez faibles et ne sont pas suffisamment précises dans les justificatifs qu'elles apportent et la démonstration de ce surcoût. C'est là où on peut effectivement subir et avoir une critique de libéralité. Mais si la démonstration est faite et si les justificatifs sont donnés, eh bien, on est dans un cadre contractuel où une entreprise demande effectivement une compensation financière pour des circonstances imprévues ou des difficultés imprévues rencontrées dans l'exécution du contrat. Et vous voyez que c'est une hypothèse assez classique qui est reconnue par le Code de la commande publique. Les clauses de renonciation à recours, elles sont présentes dans chaque protocole d'accord, dans chaque transaction. Et là, on a une jurisprudence intéressante du Conseil d'État de novembre 2022 qui illustre de manière très intéressante que ces clauses de renonciation, elles sont pas anodines parce que même si le protocole d'accord est confidentiel, eh bien, elles peuvent poser des difficultés par la suite sur d'autres différends. Et donc là, on avait effectivement un autre différend qui était né à la suite d'un protocole d'accord entre les deux parties. Et eh bien, l'administration avait soulevé finalement une clause de renonciation à recours qui avait été acceptée dans un précédent accord. Et le juge administratif a été obligé de regarder effectivement le périmètre de cette clause de renonciation à recours. Et donc, d'une part, la confidentialité a été levée parce que le juge administratif devait vérifier ce qui avait été convenu entre les parties dans le cadre de ce protocole d'accord, et aussi eh bien, la défense de l'entreprise, c'est de dire oui, j'ai signé ça un peu trop vite sous la contrainte. Le juge administratif dit non, c'est un protocole, c'est un accord de volonté. Donc le périmètre de la clause, il est précis et vous l'avez accepté. Donc effectivement, il y a une difficulté sur la recevabilité de votre action aujourd'hui. Donc il faut être très vigilant sur le périmètre de ces clauses de renonciation à recours. Alors là, je m'adresse aux entreprises, hein, parce qu'en général, c'est elles qui sont débitrices
débitrice de cette obligation. Et donc, il faut être vigilant sur la signature de ces clauses, à la fois sur le périmètre matériel et puis aussi sur le périmètre calendaire de ces clauses de renonciation à recours. Alors, une fois qu'on arrive à la fin du processus de médiation, 4-8 mois, et que les parties se sont mises d'accord sur un protocole, souvent l'administration sollicite, ce n'est pas une obligation, elle sollicite une homologation. Alors, l'homologation, pour faire simple, c'est les parties, soit l'administration, soit l'entreprise, mais il en faut bien une des deux qui prennent l'initiative, s'adresse au tribunal administratif en disant, voilà, on a eu un différend, on l'a réglé en médiation comme des grands, on a fait un protocole et on souhaite obtenir votre homologation. L'homologation, c'est, eh bien, on souhaite que vous puissiez regarder ce qui a été fait, le protocole, dire que c'est conforme au droit français, conforme à l'ordre public et revêtir effectivement cette transaction de l'autorité de la chose jugée. C'est ça le but de l'homologation. Donc, du côté entreprise, on s'en moque un peu. L'entreprise, elle se moque un peu de l'homologation, elle n'a pas véritablement besoin. Mais du côté de l'administration, c'est souvent une étape nécessaire. C'est pas une étape obligatoire sur un plan juridique. C'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape qui est souvent demandée par l'administration parce qu'elle rassure. Elle rassure parce que finalement, c'est un peu le checkpoint final du juge. On passe devant le juge administratif, on lui présente la copie rédigée et puis il nous dit c'est bien, vous n'avez pas fait de bêtises. Voilà. Donc je valide. Donc c'est un passage qui est souvent voulu et recherché par l'administration pour valider le travail et les concessions qui ont été accordées à l'entreprise. Alors c'est sûr que ça se fait pas en 3 jours. Hein. Ça se fait pas en 3 jours. Ça se fait pas simplement par simple courrier en disant au juge on vous donne le protocole et merci de signer en bas. Il faut là du coup l'intervention d'avocats conseils qui vont présenter le dossier au juge. Alors soit à l'initiative de l'entreprise, soit à l'initiative de l'administration, mais les deux doivent mettre la main à la pâte. Et du coup, ça prend quand même entre 3 à 6 mois. Ça dépend des tribunaux. Alors, en bas, attention aux juges compétents parce que si on est SA d'HLM et qu'on est en marché privé de la commande publique, eh bien le juge compétent pour faire ça, ça va être le juge judiciaire, ça va pas être le juge administratif. Donc il faut faire attention à cette donnée pour ne pas perdre encore des délais en saisissant une juridiction incompétente. Donc dans la très grande majorité des cas, l'homologation se passe bien, hein, mais on a eu dans le passé des difficultés, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, que vérifie le juge administratif dans le cadre d'une homologation, hein? Encore une fois, l'homologation, c'est une validation du protocole ou de la transaction en disant aux parties voilà, c'est conforme à l'ordre public, c'est conforme au droit public français et je vous donne mon blanc-seing pour exécuter cet accord. Dans de grandes agglomérations, dans de grandes collectivités, c'est souvent un passage obligé pour convaincre l'opposition ou l'assemblée délibérante que les choses ont été faites correctement. Donc, le juge, il va vérifier quoi? Il va vérifier l'existence de concessions réciproques. Bon, se pose souvent la question, est-ce que le juge regarde concession par concession, est-ce qu'il fait une analyse globale? Non. Donc justement, il doit faire une analyse globale du protocole. Il ne va pas s'amuser à faire les plus et les moins. Et comme je dis ici, son rôle, c'est pas du tout de déterminer si chacun des postes a été correctement négocié et que son rôle, c'est avant tout de voir si effectivement c'est équilibré à l'échelle globale. Alors bien sûr, il va vérifier l'absence de libéralité, mais comme je disais tout à l'heure, en marché public, c'est assez simple de répondre à cette critique. C'est assez simple à partir du moment où on apporte quand même des éléments d'explication sur, par exemple en travaux, sur les travaux complémentaires, qui n'étaient pas prévus au forfait. Donc le juge quand même regarde à la fois la réalité effectivement des concessions et la réciprocité
des concessions, et puis aussi le fait qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées. Donc, il va regarder notamment le juge administratif si l'accord de médiation n'est pas totalement décorrélé du cadre de la commande publique. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes en marché public et que vous faites une médiation et un protocole, il ne faut pas quand même oublier le cadre de la commande publique. Ça serait trop facile de pouvoir faire tout et n'importe quoi dans le cadre d'une médiation, alors que, vous le savez, les hypothèses de variation d'un marché public sont, depuis les nouvelles directives, encadrées par des hypothèses, et donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans le cadre d'une médiation. Après, maintenant, à cela, il faut les hypothèses, vous savez, je vous les ai rappelées ici, c'est les fameux 10, 15 ou 50% pour des circonstances imprévues, avec le cas particulier des entités adjudicatrices pour lesquelles il n'y a pas de seuil. Il ne faut pas se faire peur là-dessus, mais il faut simplement rattacher les boussoles entre transactions, médiation et code de la commande publique. Et quand je dis rattacher les boussoles, c'est que dans bien des cas, vous le savez, en matière de circonstances imprévues, eh bien, vous avez la possibilité de faire varier le marché jusqu'à 50%. Donc 50%, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, vous n'avez pas de seuil pour les entités adjudicatrices. Donc, ce que je dis là-dessus, ce n'est pas une alerte, c'est simplement une vigilance, c'est que l'accord de médiation et les flux financiers doivent se faire en gardant un œil sur, effectivement, les hypothèses prévues au Code de la commande publique pour faire varier un marché public. Même si notre protocole ne va pas s'appeler avenant, il y a quand même un univers contractuel et réglementaire à respecter. Bien entendu, la transaction n'a pas pour objet de modifier l'objet. Ça, c'est important. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser la transaction ou le protocole pour faire quelque chose qui, en dehors de la médiation, vous est totalement interdit dans le cadre du droit de la commande publique. Il y a une exception hein, sur ce que je viens de dire, c'est en matière d'imprévision. Alors, pourquoi une exception? C'est une exception simplement juridique, mais qui, sur un plan pratico-pratique, ne pose pas trop de difficultés. C'est que sur le plan juridique, l'avis du Conseil d'État de septembre 2022 nous dit une chose, il nous dit que lorsque vous faites une convention d'indemnisation pour imprévision, donc ça peut tout à fait se réaliser dans le cadre d'une médiation, eh bien quand vous faites ça, vous êtes en dehors du cadre de la commande publique. Hein. Le Conseil d'État nous dit, de manière assez étrange, hein, mais bon, c'est pas le lieu de discuter de manière académique l'avis du Conseil d'État, mais il nous dit quand même que, eh bien, lorsqu'une entreprise présente une réclamation pour imprévision, ça veut dire qu'elle subit des charges extra-contractuelles, elle a le droit à être indemnisée et que cette indemnisation se fait en dehors des hypothèses prévues par la commande publique. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, pour un pouvoir adjudicateur, eh bien, le Conseil d'État validerait une indemnité d'imprévision qui dépasserait, alors c'est théorique, hein, dépasserait 50% du marché, puisqu'on a ce seuil dans la commande publique de 50%. Bon, je dirais c'est plutôt théorique parce que dans la vraie vie, comme je le disais, on a le seuil de 50% qui permet quand même de traiter très facilement quand même les indemnités d'imprévision dans le cadre des hypothèses prévues par la commande publique. Mais effectivement, c'est une précision que j'ai rajoutée en fin de diapo avec la circulaire qui reprend effectivement cette position du Conseil d'État en considérant que l'indemnisation pour imprévision n'est pas assimilable à une modification du contrat. Donc, pour terminer là-dessus, hein, il faut toujours garder ces deux boussoles à la main quand on est en rédaction d'un protocole de médiation, à la fois l'univers marché public et l'univers de la transaction. L'univers des modifications de marché public, c'est celle de circonstances imprévues pour 50% couvre, je crois, 98% des situations. Et puis, les règles appliquées à la transaction, c'est bien mettre en lumière dans la rédaction du protocole les concessions réciproques des deux
Alors, on a visiblement, bonjour à tous, on a visiblement un problème de son. Monsieur Appelbaum, on ne vous entend plus. On voit toujours votre écran, mais on ne vous entend plus. On va essayer de remettre en place le son pour la fin de ce webinaire. Merci de votre patience. Maître Applebaum, mais je ne sais pas si est-ce que vous m'entendez? Maître? Et qui a considéré que eh bien, les présentations des concessions réciproques n'étaient pas suffisantes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors il y a eu un problème de son là pendant quelques minutes. Là, on ne vous entendait plus du tout. Est-ce que vous pourriez éventuellement reprendre là, à partir de la slide précédente? Ici? Non, même encore avant. Ici? Non, avant. Vous voyez, là, Là? on s'est arrêté là et c'est vrai qu'il y a eu pendant plusieurs minutes une coupure de son. Vous ne nous entendiez pas visiblement de votre côté. D'accord. Je vous remercie. Donc Donc, oui, je reprends ici. oui, oui, on va faire comme ça. Hmm. Merci. Donc, alors, oui. Donc, ce que je disais ici sur ce slide, c'est que quand vous êtes en phase de rédaction d'un protocole, il faut toujours avoir en tête les deux boussoles qui vont animer le stylo. La boussole modification du marché public et les règles applicables en matière de transaction. C'est assez simple. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que le protocole d'accord ou la transaction ou le protocole de médiation, il intervient dans le cadre d'une exécution contractuelle, donc il ne peut pas se faire totalement à l'aveugle par rapport aux règles de variation des marchés publics. Voilà. Le juge communautaire nous l'a toujours dit, c'est que c'est pas parce que vous appelez ça transaction ou accord de médiation que vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans la variation d'un marché public. Mais ce que je disais, c'est que vous savez, comme moi, que parmi les hypothèses de variation en matière de marché public, vous avez la règle des circonstances imprévues et que cette règle de circonstances imprévues, dans bien des cas, elle va couvrir une grande majorité des différends qui interviennent en exécution contractuelle de marché, que ce soit en service ou en travaux. C'est toujours souvent l'histoire de l'entreprise qui dit, écoutez, on a été confronté à des difficultés qui n'étaient pas prévues, ça n'a pas été prévu dans notre offre de prix. Nous savons que nous sommes dans un marché à forfait, que ce soit du service ou des fournitures ou des travaux. Et donc, on est confronté à une situation où on constate que l'exécution contractuelle de notre mission coûte plus cher et pour cela, on vous demande une compensation. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que l'hypothèse de variation d'un marché public pour circonstances imprévues, c'est 50% pour les pouvoirs adjudicateurs et c'est sans seuil pour les entités adjudicatrices. Et donc, ça couvre une très grande majorité, effectivement, des différends. Et là où j'insiste, c'est que quand vous rédigez un protocole de médiation, il faut toujours, effectivement, au moins dans le visa, faire référence, effectivement, au code de la commande publique. Parce que on ne peut pas rédiger un protocole de médiation dans le cadre d'une exécution contractuelle sans prendre en considération le cadre de variation de marché public. Ensuite, les règles applicables à la transaction, il faut retenir que, eh bien, elles doivent mettre en lumière les concessions réciproques des deux parties.
Voilà. C'est pour ça que les deux boussoles doivent être prises en considération lorsqu'on passe à la rédaction. Utiliser qu'une seule et en oubliant l'autre, ça pose des problèmes. Comme je donne l'illustration ici avec Bordeaux. Là, vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Ok. Donc, sur Bordeaux, c'est intéressant parce qu'effectivement, on avait. Alors, moi, je n'étais pas intervenu, mais j'étais intervenu après. Mais là, c'était un différend entre un pot indicateur et un constructeur. Un différend important, hein, parce que c'était la construction d'un pont. Et en cours de route, finalement, le constructeur a quitté son marché avec l'accord de l'administration. Hein. Donc, c'était aussi des circonstances assez exceptionnelles. On avait une résiliation partielle du marché et il n'a pas eu de pénalité et en plus, on lui avait donné de l'argent. Donc, celles et ceux qui font des marchés de travaux, si je vous dis résiliation partielle du marché, pas de pénalité et en plus, on vous donne de l'argent, bon, c'est un cas assez exceptionnel. Mais, et puis en plus, c'était pas simplement quelques milliers, mais c'était plus d'1 million d'euros qui étaient attribués à l'opérateur sortant qui devait abandonner le marché. Donc, il y a eu un accord et il y a eu une demande d'homologation auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Et il y a eu un refus du tribunal administratif, un refus d'homologation. Hein, je disais tout à l'heure, une demande d'homologation ne peut pas se faire par simple lettre en disant au juge « je vous communique notre protocole, merci de regarder et de signer en bas et merci ». Ça ne marche pas comme ça. Alors, ce n'est pas ce qui avait été fait ici. Il y avait eu quand même une requête en homologation, mais le juge administratif a considéré que eh bien, ce n'était pas suffisant, ce n'était pas clair, que les renoncements de la métropole étaient trop importants, qu'il avait du mal à identifier les concessions du groupement. Et donc, il y a eu un refus. On est en juillet 2019. Donc, ces choses-là arrivent. Hein, comme je disais, c'est pas une jurisprudence des années 70 ou 80, c'est assez récent. Donc, des refus d'homologation, c'est rare, mais ça arrive. Et en plus, on était quand même sur une opération assez emblématique et assez importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir donc la procédure d'appel qui a été jugée quelques mois après, hein, puisque vous voyez, Théâtre Bordeaux, c'est 15 juillet, l'appel a été engagé durant l'été, et donc en moins de 3 mois quand même, puisque je ne compte pas juillet-août, en moins de 3 mois, ou en 3 mois et demi, eh bien, la Cour a repris le dossier et a accordé une homologation. Et donc, c'est important je vous ai donné les références des jurisprudences, c'est important de voir, d'aller les chercher, de lire les deux, parce qu'on voit bien effectivement les points de faiblesse qui avaient été soulevés par le tribunal administratif de Bordeaux, et on voit bien un peu les rustines, en tout moins les précisions qui ont été apportées devant la Cour administrative et qui ont été retenues comme permettant de valider cette homologation. Donc, ces deux jurisprudences sont vraiment très importantes pour bien comprendre les pièges à éviter en matière de rédaction du protocole, à retenir, je dirais simplement, effectivement, bien viser effectivement le code de la commande publique lorsqu'on opère une médiation en cours d'exécution contractuelle, pour bien faire comprendre effectivement au juge administratif que cela s'intègre bien dans un respect effectivement du code de la commande publique, parce qu'on est en exécution d'un marché public et c'est pas parce qu'on fait une médiation qu'on a fait n'importe quoi. Et puis deuxièmement, parce que c'est une transaction, bien mettre en lumière les concessions réciproques qui ont été faites des deux parties. Alors, une dernière jurisprudence, et après je prendrai quelques questions. Elle est très récente, c'est un avis du Conseil d'État du 14 novembre, donc on ne peut pas faire plus récent, qui a été rendu par le Conseil d'État sur le sujet de la confidentialité des médiations. En l'espèce, on avait eu une médiation administration-entreprise, on est sur l'île de la Réunion, on est sur une opération de travaux, et durant la médiation,
eh bien, une des parties avait produit une expertise. Une expertise avait été réalisée en cours de médiation et donc le rapport d'expertise avait été communiqué entre les parties et au médiateur durant ce processus de règlement amiable. Et par la suite, il y a eu un contentieux et durant ce contentieux, eh bien, une des parties a remis sur la table comme pièce le rapport d'expertise qui avait été échangé en cours de médiation. Et donc, c'est posé la question de savoir si, eh bien, ce rapport d'expertise qui avait été réalisé, commandé, communiqué, discuté pendant un processus de médiation, est-ce qu'il était couvert par la confidentialité? Et donc là-dessus, il y a une demande d'avis au Conseil d'État qui a rendu son avis cette semaine avec les règles rappelées ici. Donc la première règle, c'est que selon le 213.2 du CJA, la règle, c'est qu'il y a un principe de confidentialité qui couvre la médiation. Tout ce qui est en médiation est couvert par le principe de confidentialité. Ce qui veut dire que la règle numéro 1, c'est que les constatations du médiateur, les déclarations des parties, les écrits ne peuvent être divulgués aux tiers, ni invoqués ou produits dans le cadre d'une instance juridictionnelle. C'est aussi ça, aussi, ce qui est intéressant dans la médiation, c'est que vous savez que quand vous passez par vos avocats conseils pour échanger par email entre confrères, tous nos échanges sont couverts par la confidentialité. Mais lorsque vous êtes en médiation, eh bien, tous les échanges, même s'il n'y a pas d'avocat, tous les échanges qui sont transmis au médiateur sont couverts par la confidentialité. Si une entreprise fait une médiation qui est une administration et qu'elle fait une proposition d'accord amiable, ou si l'administration propose un accord amiable alors qu'il n'y a même pas d'avocat autour de la table, il y a juste une médiation officiellement engagée, eh bien, tout cela est couvert par l'exigence de confidentialité rappelée par le 213.2 du CJA. Maintenant, la règle 2, c'est qu'il y a une exception à cette règle de confidentialité. C'est bien entendu lorsque la révélation de l'existence ou contenu de l'accord est nécessaire pour sa mise en œuvre. Tout à l'heure, je vous ai donné une jurisprudence sur une problématique de clause de renonciation à recours où il y a une des parties qui, lors d'un contentieux postérieur à la médiation, disait il y a un problème de recevabilité parce qu'on avait signé dans le passé un protocole d'accord, il y avait une clause de renonciation à recours et aujourd'hui, vous ne respectez pas ce périmètre. Donc le juge administratif du contentieux a été obligé quand même de jeter un coup d'œil sur le protocole d'accord et la clause de renonciation à recours. Donc ça, c'est l'exception numéro 2. Et puis, ensuite, le Conseil d'État nous dit il y a d'autres règles. Déjà sur le périmètre de la confidentialité, eh bien, il dit ça s'applique uniquement pour les constatations du médiateur, les déclarations des parties qui ont été recueillies pendant la médiation, les actes, documents, déclarations émanant du médiateur ou des parties qui comportent des propositions ou des prises de position. Ça, c'est couvert par la confidentialité. La règle numéro 4, c'est que, eh bien, vu que ce périmètre est défini, il y a des choses qui sont en dehors de ce périmètre. Et c'est là où c'est là l'intérêt de cet avis du Conseil d'État. Règle numéro 4, nous dit il y a des documents, d'autres documents qui émanent notamment de tiers, même s'ils ont été établis ou produits dans le cadre de la médiation, eh bien, ces documents, ce sont des constatations factuelles ou des analyses techniques, par exemple donc une expertise judiciaire qui serait demandée par le médiateur ou même qui serait initiée par l'une des parties dans le cadre de la médiation. Eh bien, ça, ces documents-là, eh bien, ce sont des documents techniques et qui ne sont pas couverts par la confidentialité. Voilà. Et donc, du coup, la règle numéro 5, c'est le rapport d'expertise qui a été produit en médiation. Eh bien, il peut être invoqué ou produit devant le juge administratif dans le cadre d'un contentieux. Donc, cet avis est intéressant parce qu'il rappelle, la règle de confidentialité, et puis il rappelle quand même, il détermine de manière un peu plus précise comme le périmètre de cette confidentialité pour permettre effectivement l'avancée des parties dans le cadre d'un contentieux. Alors, pour aller plus loin ici, je vous ai donné une liste de différentes lectures et pour compléter effectivement notre sujet. Et puis, si vous avez des questions, je vous écoute. Bien, maître, je vous remercie pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. D'ailleurs, certains participants l'ont souligné. Alors, nous avons très peu de questions.
Je vous les communique par oral, ce sera peut-être plus simple. Question, puis-je, en tant que fédération du bâtiment, être considéré comme un médiateur? Alors, la fédération en soi, en tant que personne morale, je ne pense pas. Mais sur la personne physique, qui intervient, elle soit directeur, directrice ou chargée de mission, à partir du moment où on a la volonté des deux parties, administration, entreprise, de le désigner comme médiateur pour trouver effectivement un accord, je considérerais que oui. Je n'ai pas eu affaire à cette situation, hein, donc c'est une hypothèse que je n'ai pas encore étudiée, mais l'entité elle-même, non, mais une personne physique qui travaillerait effectivement à la fédération, je pense que oui. Tout simplement parce que le Code de justice administrative, dans sa présentation, il ne nous dit pas que le médiateur doit être inscrit sur une liste des tribunaux. Mais il faut avant tout qu'il y ait un accord de volonté pour rechercher cette médiation. Alors après, j'aurais une réponse plutôt pratico-pratique à faire. C'est que la médiation, c'est quand même une profession. C'est quand même un art de médier. Et c'est pour cela qu'il y a effectivement des formations pour être médiateur. Et donc, même si la personne est sachante, savante sur la matérialité du sujet, en l'occurrence des travaux, il y a tout de même des us et coutumes, des pratiques, un savoir-faire de la médiation qui nécessite quand même d'être formé. Et donc, il ne faut pas distinguer la connaissance matérielle du sujet, travaux, services ou pays, du savoir-faire effectivement du médiateur dans le dialogue des parties. Et puis, je rajouterais aussi quand même une connaissance à minima des marchés publics, parce que on ne peut pas assurer une médiation en marché public de la même manière qu'en marché privé au sens commercial et civiliste. Parce qu'on sait que le marché public est un marché réglementé. Et comme je disais, rappelez-vous les deux boussoles, on ne peut pas faire un accord de médiation sans oublier quand même le cadre de la commande publique. Alors une question, je pense en lien avec l'avis tout récent là, du Conseil d'État. Quid de la confidentialité de l'accord au vu du caractère communicable des documents administratifs? Mais moi, je pense que la question est pertinente. La communication des documents administratifs est une disposition législative générale. Et la confidentialité que j'ai citée tout à l'heure, c'est également une disposition législative spéciale. Et donc la règle, c'est que la loi spéciale prend le dessus sur la loi générale. Donc je considère que la confidentialité qui est prononcée par le CJA au bénéfice effectivement d'un accord de médiation, est protégée par la confidentialité. Donc ça serait la première réponse à faire. Alors, une dernière question qui nous a été posée. Selon votre expérience, comment évaluer la pertinence d'un recours à la médiation plutôt que du recours juridictionnel en cas de déséquilibre des pouvoirs entre les parties? Moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas avoir peur de la médiation, même s'il y a un déséquilibre ne pas avoir peur de la médiation. Parce que même s'il y a un déséquilibre, parce que encore une fois, la médiation, elle peut s'arrêter à tout moment, elle est confidentielle, et s'il n'y a pas d'accord, c'est pas grave, il y aura un contentieux. Après, maintenant, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est que le déséquilibre des parties, c'est pas simplement le petit contre le gros. Il faut quand même, avant de rentrer en médiation, qu'il y ait un point de vue externe sur c'est quoi le sujet, c'est quoi le différent, quand même, est-ce que l'entreprise a le droit quand même de réclamer, ou est-ce que c'est une histoire de négociation,
Vous savez, lorsqu'une entreprise demande des sous en marché public, soit on est sur une question de faute, soit une question de circonstances imprévisibles, soit sur une question d'imprévision. Bon, je ne veux pas faire simple, mais les cas de figure sont pas multiples. Donc déjà, c'est important quand même, avant de rentrer en médiation, de savoir dans quel scénario on se trouve. Parce que du coup, on ne va pas aborder la médiation de la même manière. Donc, il faut quand même faire ce petit travail pour analyser effectivement, non pas le rapport des forces, parce qu'il y a toujours un petit, il y a toujours un gros, mais sur un angle juridique, c'est quoi l'histoire et quels sont mes droits et mes devoirs et quelles sont les obligations en jeu. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait cette analyse, on voit si on fait la médiation. Il y a certaines administrations qui disent moi, de toute façon, il est hors de question de donner quoi que ce soit. Et donc, je suis ferme dans mes positions parce que je considère que je ne dois rien. Alors, là-dessus, moi, le bémol que je donne, c'est toujours de dire à l'administration attention. Attention, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. C'est que déjà, lorsqu'on donne de l'argent à une entreprise, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, il faut pas se dire qu'on le fait parce qu'on est obligé. Ce n'est pas la réalité. Hein. Lorsqu'on fait des avenants en marché public, lorsqu'on est en circonstances imprévues, il n'y a pas d'obligation à partir du moment où on ne peut pas considérer qu'il y a une faute, à partir du moment où on ne peut pas considérer qu'il y a un bouleversement de l'équilibre contractuel et à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas d'imprévision. Donc, si on est hors de ces cas-là, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation qu'il n'y a pas aussi une possibilité de donner de l'argent parce que on reconnaît de manière, je dirais, professionnelle que effectivement l'exécution a été plus onéreuse et qu'on veut aider l'entreprise à supporter ce surcoût. Donc, il faut faire cette analyse avant de rentrer en médiation pour savoir à la fois c'est quoi l'histoire juridique, l'histoire contractuelle, là, effectivement, avoir un point de vue, avoir son propre point de vue, et puis ensuite savoir si on veut rentrer en médiation ou pas. C'est pas une obligation, hein. Et puis surtout, même si on la lance, elle peut s'arrêter à tout moment. Mais la deuxième observation que je voulais faire, c'est que ça sert à rien de jouer à cache-cache, ou ça peut être dangereux de jouer à cache-cache avec une entreprise. Hein. Je prends le cas d'une administration qui dit non, non, moi je veux pas discuter, allons au contentieux. Parce que si le dossier est vraiment mauvais, certes, ça va durer longtemps, mais ça peut coûter beaucoup, beaucoup plus. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Ça peut coûter beaucoup plus parce que, du coup, il n'y aura pas de concession réciproque, donc ça peut aussi vite monter. Et puis surtout, il y aura des intérêts moratoires. Hein, le budget de l'État pour paiement d'intérêts moratoires, je ne parle pas d'affaires fiscales ou parafiscales, mais en contractuel, le budget de l'État a été sensiblement augmenté ces 15 dernières années pour de paiement d'intérêts de retard. Bien, écoutez, maître, je vous remercie. Pardon? Y a-t-il d'autres questions? Non, on a fait le tour des différentes questions posées par les différents participants. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à ces différentes questions et je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux rendez-vous experts moniteurs juris. Voilà, à très bientôt. Mais merci maître encore. Merci.